Femme d'État. La défenseure des droits résiste à l'exécutif. Nommée par Emmanuel Macron en 2020, après une longue carrière à s'occuper des laissés-pour-compte, Claire Hédon pointe depuis régulièrement du doigt les défaillances du gouvernement et n'hésite pas à se faire entendre quand elle estime que les droits des citoyens sont bafoués. Auditionnée à l'Assemblée nationale le 17 mai dernier, elle a notamment pointé les excès de la dématérialisation des services publics. Un phénomène que la défenseure des droits trouve déshumanisant et discriminant. Comme l'avait montré cette enquête de Thierry Vincent, si la bureaucratie numérique s'impose à tout le monde, elle impacte plus lourdement les défavorisés, comme ceux qui n'ont pas d'Internet fixe à domicile. C'est le cas de 40% des non-diplômés, 22% des pauvres et 24% des ménages bénéficiaires des minima sociaux. Résultat, 32% des personnes de plus de 18 ans déclarent avoir renoncé au moins une fois à une démarche administrative en ligne au cours des 12 derniers mois, selon l'INSEE. Je voudrais vous rappeler là-dessus le dernier chiffre du CREDOC qui évoque que près de 16 millions de personnes, soit 31,5% des Français de plus de 18 ans vivant en métropole, sont concernés par ce phénomène d'éloignement des services publics. Ça veut dire qu'on est quand même près d'un tiers de la population qui est éloignée des services publics, entre ceux qui sont en difficulté avec le numérique, ceux qui n'ont pas forcément de connexion Internet. Oui, ça existe encore. Le CREDOC les évalue là à 4 millions de personnes, donc ce n'est pas rien. Et je redis, la dématérialisation peut être une chance. Elle peut simplifier des démarches, mais d'ailleurs, chacun d'entre nous peut se retrouver confronté à un site Internet des services publics qui bug et sur lequel on n'arrive pas à résoudre le problème. Comme le pointe la défenseure des droits, désormais, l'administration nous impose, en gros, de faire son travail à sa place. Ce qui est frappant dans cette dématérialisation, c'est qu'elle s'accompagne d'un report sur l'usager de tâches qui d'abord et qui avant incombaient à l'administration. On demande à l'usager de s'adapter, alors que le principe même du service public, c'est lui qui doit s'adapter à l'usager. On demande là à l'usager de s'équiper, de se former, d'être capable de faire des démarches en ligne, tout en comprenant d'ailleurs le langage administratif et en plus de ne pas commettre d'erreurs. Et je trouve que ça renvoie vraiment à la question du quel service public voulons-nous. Et le premier défi que doit relever cette transformation numérique des services publics, c'est de garantir leur accessibilité dans le respect des principes qui le guident et en particulier du principe d'égalité. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les alternatives au numérique sont très insuffisantes. Et avec l'Institut national de la consommation, nous avions justement mené une étude, vous en avez probablement entendu parler, sur l'évaluation des réponses apportées aux usagers par les plateformes téléphoniques, qui justement peut être une alternative au tout numérique, de 4 services publics. Et les résultats, sur les 1500 appels passés, 40% n'ont pas abouti. Et souvent, on dit que les personnes sont éloignées du droit et nous avons plutôt le sentiment que le service public s'est éloigné d'elles, notamment des plus vulnérables, des plus pauvres, en faisant peser sur eux une charge administrative, une charge matérielle et aussi mentale très lourde. Et la dématérialisation ne peut être considérée comme un progrès si elle exclut et si elle déshumanise le service public. Claire Hédon a ici parfaitement traduit un phénomène qui nous hérisse tous, l'enfer des démarches en ligne, qui entrave trop souvent l'accès aux droits. La défenseure des droits a aussi exprimé son inquiétude vis-à-vis de la déontologie des forces de l'ordre et du non-respect des libertés observées depuis le début des manifestations contre la réforme des retraites. La politique répressive du gouvernement a provoqué, on le rappelle, des centaines de blessés parmi les forces de l'ordre et des milliers parmi les manifestants. Fin mars, Claire Hédon avait déjà interpellé l'État sur sa responsabilité et sur la nécessité d'une désescalade de la violence. Depuis janvier, elle a reçu 116 saisines à propos du comportement de policiers et de gendarmes. Sans compter la centaine de plaintes déposées rien qu'à Paris pour arrestation arbitraire depuis le début de la révolte des retraites. Depuis des mois, des images de violence envahissent les réseaux sociaux. Florilège. Avance, avance, avance! Avance! Avance, avance! Des violences que dénonce la défenseure des droits. Nous avons constaté parfois des épisodes de manifestations des dernières années, des privations de liberté arbitraires, des dissimulations du visage de policiers qui sont contraires à la loi. Si je prends les dernières manifestations, depuis le mois de janvier, nous en sommes à 166 réclamations à ce jour sur le comportement de policiers et de gendarmes lors de manifestations.
et les témoignages et images qui nous parviennent laissent penser que les droits ont été bafoués. Ma crainte est que la répétition de tels actes contribue à les rendre habituels, à rendre habituel l'inacceptable, qu'ils risquent d'installer une logique de face-à-face dans la durée, pouvant entraîner des atteintes à la liberté de manifester, à l'intégrité physique, à la vie, et je le rappelle, la sécurité des manifestants, des policiers et des gendarmes et la garantie de la liberté de manifester sont de la responsabilité de l'État. Et le respect sans faille de la déontologie est la condition dans la durée de la légitimité des interventions des forces de sécurité. Et nous contribuons justement par notre travail à conforter cette légitimité en veillant sur le respect de la déontologie. Nous mènerons des enquêtes impartiales, contradictoires pour ces faits en prenant le temps nécessaire. Et j'ai bien conscience qu'il y a là un décalage entre le temps médiatique et le temps permettant de publier des décisions résultant d'enquêtes abouties et d'enquêtes en contradictoire. Et si ces questions prennent une telle place dans le débat politique et médiatique, c'est que notre société tout entière s'en trouve abîmée, ébranlée dans ses repères et dans la confiance en ses institutions. Et par notre action, je suis convaincue que nous contribuons à préserver les repères indispensables, ceux de la loi, des droits et des libertés. Et à cet égard, je rappelle combien le respect de la liberté de manifester et de la liberté d'association doivent être préservés. Je m'inquiète à cet égard d'un climat qui contribue à fragiliser l'édifice démocratique. Voilà qui est dit. Face à Claire Hédon, certains élus n'hésitent pas à remettre en cause le travail d'enquête de son institution, à l'instar de la députée RN de Gironde, Edwige Diaz, qui l'accuse de ne pas prendre en compte les conditions de travail des forces de l'ordre ou des agents pénitentiaires et de tenir des propos dignes de l'extrême gauche. Madame la défenseure des droits, dans votre rapport d'activité 2022, vous avez consacré un paragraphe à l'observation du respect des obligations déontologiques par les forces de sécurité, y compris pénitentiaires. Vous y faites un focus sur un signalement émanant de l'Observatoire international des prisons, dont on ne peut nier les tendances anticarcérales, notamment quand ceux-ci préconisent d'avoir recours aux alternatives aux peines plutôt qu'à la construction de nouvelles places de prison. Ainsi, il apparaît que vous avez accordé beaucoup d'énergie et de moyens aux commentaires d'un tract syndical. Si l'on ne peut contester le caractère virulent de ce tract, on ne peut pas ne pas comprendre qu'il tentait d'illustrer l'exaspération grandissante des agents pénitentiaires. Ce ras-le-bol est consécutif à la dégradation de leurs conditions de travail qui, elles, semblent vous laisser indifférentes. En effet, il vous aura peut-être échappé que selon la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, 8 agents sur 10 souffrent d'un état de stress permanent et autant estiment que leur travail a un impact négatif sur leur santé. Dans cette ligne, lors de mes différentes visites dans des centres pénitentiaires, les agents m'ont exprimé l'usure mentale et physique qui les rongeait. Ainsi, en ne vous interrogeant pas sur les causes de l'emploi d'un tel langage, vous contribuez à nourrir le terreau d'une haine et d'une stigmatisation à l'encontre de certains agents de service public que sont les forces de l'ordre et les agents pénitentiaires. De plus, nous sommes particulièrement surpris de vous entendre tenir des propos dignes de l'extrême gauche lorsque vous dites que notre population ne retrouvera confiance en sa police que si les dérapages font l'objet de sanctions, comme si les forces de l'ordre étaient par essence violentes. Cela est très déstabilisant de la part d'une autorité administrative présentée comme indépendante. Madame la défenseure des droits, nous, au Rassemblement national, comme la grande majorité des Français qui se sont exprimés dans un sondage Cevipof, nous faisons confiance à notre police et aux forces de l'ordre en général. La députée RN fait référence à un tract distribué en 2018 par des gardiens de prison de Laon, dans l'Aisne. Suite à l'agression de l'un d'eux, le syndicat UFAP-UNSA Justice avait diffusé un tract daté du 22 octobre 2018 intitulé « Agression sur la maison d'arrêt, à qui la faute ?» Dans ce tract, le syndicat de gardiens qualifiait un détenu de crapule au profil psy, de voyou, de vermine ou encore de parasite. Plus largement, le syndicat de gardiens écrivait que le centre pénitentiaire de Laon déborde de toutes les racailles qui gangrènent les coursives et exigent le transfert de cette voyoucratie. Dans son rapport de 2023, la défenseure des droits exprimait sa satisfaction devant les condamnations qui avaient suivi ce manquement à la déontologie. Et pour elle, pas question de se laisser impressionner par le RN. Je suis impressionnée des attaques contre l'institution et puis je les entends bien, des attaques contre ma personne. Je l'ai bien perçu, ne vous inquiétez pas.
Cette institution est inscrite dans la Constitution, ce n'est pas pour rien. Elle est indépendante, oui, le mode de nomination et le fait que je sois non révocable et non renouvelable est une force pour l'institution et une indépendance. Donc oui, je suis parfaitement indépendante. Alors évidemment, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce que je dis, mais il y a des choses qui ne plaisent pas non plus au gouvernement. Ça vous intéresse quand je parle de difficultés d'accès aux services publics. Vous n'êtes pas content quand je parle des déontologies des forces de sécurité, mais c'est absolument indispensable. Toute démocratie a un contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. C'est juste indispensable. La référence auquel vous faites, madame, sur les propos qui ont été tenus dans des tracts de la pénitentiaire, j'espère que vous avez lu les tracts, parce qu'ils sont quand même absolument inadmissibles, que je vous rappelle que le racisme est un délit et qu'il est condamné, et qu'on ne peut pas accepter ce genre de propos. Et tout ça ne m'empêche pas de considérer que la situation des surveillants pénitentiaires est excessivement difficile. Et je le dis aussi sur les forces de l'ordre qui travaillent dans des conditions particulièrement difficile, avec une surpopulation carcérale dont c'est eux aussi, et pas simplement les détenus, qui payent les frais. Donc oui, je le dis, et donc quand vous me dites que je ne les défends pas, mais absolument, je continue à le dire dans mes visites en détention, je suis outrée de ce que j'observe, outrée des conditions dont sont maintenus les détenus, et qui évidemment génèrent de la violence. Les directeurs des centres pénitentiaires le disent bien, quand ils sont à 3 dans une cellule avec des matelas par terre, et qu'ils dans moins de 10 mètres carrés, c'est absolument inadmissible, et évidemment que ça génère de la violence, mais à aucun moment ça excuse des propos qui sont diffamatoires. À aucun moment, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conditions de travail, ça excuse. Parce que dans ces cas-là, on va l'excuser jusqu'où? On va l'excuser aussi alors dans les hôpitaux et dans les protections de l'enfance parce qu'ils sont en difficulté? Non. Nous continuerons à dire que la maltraitance, elle se joue à tous les niveaux et que c'est absolument inadmissible. Je continue sur les... Et vous êtes allé jusqu'à dire que je contribue à la haine. Je trouve ça alors absolument fort de café, parce que vraiment, nous contribuons en justement disant les moments où il y a des excès et en ne généralisant absolument jamais. À aucun moment, je n'ai généralisé. À tout moment, j'ai condamné toute forme de violence. Donc, je n'ai absolument aucun problème là-dessus. Nous contribuons au contraire en disant ce qu'il ne va pas, en montrant les endroits où ça ne va pas, à rétablir la confiance dans nos institutions et la confiance dans la police. Et je pense que si ça vous échappe que dans toute démocratie, il y a un contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, c'est quelque peu inquiétant. Le mandat non renouvelable de Claire Hédon, qui contribue à son indépendance, se terminera dans 3 ans. Pour la remplacer, à 1 an de la présidentielle, pas sûr qu'Emmanuel Macron choisisse un profil aussi indépendant et aussi gênant pour l'extrême droite.